Merci d'être avec nous en direct depuis Tel Aviv. On démarre cette édition par les grands titres à la une de la presse arabe et israélienne. Cyril Amar, bonjour. Bonjour Barbara. Aujourd'hui encore, la mort du magistrat jordanien tué par l'armée israélienne fait les gros titres en Jordanie. Oui Barbara, vous allez voir, les regrets de Binyamin Netanyahou exprimés hier après la mort du magistrat jordanien n'ont pas suffi à éteindre l'incendie. Israël a beau tenter de maîtriser les flammes, écrit le Israël Hayom ce matin. Celles-ci se sont invitées jusque dans l'hémicycle du Parlement jordanien. Vous le voyez ici, en une du journal Ad-Dustur, un parlementaire a tenté de brûler le drapeau israélien. La colère de la Jordanie monte, titre en une le quotidien jordanien El Rad qui publie des images des funérailles du martyr dans les rues de Naplouse en Cisjordanie. C'est là où réside la famille de Raed Zater, ce juge martyr de 38 ans comme nous l'indique ce matin donc les journaux jordaniens. Et puis en une du Ad-Dustur, ce titre pour le moins imagé, les Jordaniens bondissent au visage criminel d'Israël avec hier encore des appels à expulser l'ambassadeur israélien à Amman. Voilà, c'est à la une du Ad-Dustur, la Constitution en français. Allez, on parle de ce dossier dans un instant avec notre invité Jacques Neria. Pour leur direction Cyril, le golfe Persique. Le président iranien entame aujourd'hui une visite dans le sultanat d'Oman. Et oui, c'est à l'initiative de Sa Majesté le sultan Qaboos. Hassan Rouhani entamera aujourd'hui donc une visite au sultanat d'Oman. Et j'apprends ce matin dans le Oman Daily que cette visite officielle durera 2 jours. Alors au programme, renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays et les partenariats économiques. Pour le quotidien iranien Tehran Times en langue anglaise, la visite de Rouhani va servir à promouvoir la prospérité et la stabilité de la région. Le journal qui souligne que c'est la première visite du président iranien dans un pays arabe du Golfe qui plus est, une région qui abrite, vous le savez, les grandes rivales sunnites de Téhéran. Mais Oman n'est ni sunnite ni chiite, Oman est ibadite et cette neutralité relative lui vaut ces dernières années de servir d'intermédiaire entre les pays occidentaux et Téhéran, nous disent les journaux de la région ce matin. Allez, on poursuit ce tour d'horizon de la presse régionale avec la Turquie où les manifestations anti-Erdogan ont repris hier soir. Et oui, la mort de Berkin Alvan, vous savez, c'est cet adolescent de 15 ans qui a été plongé dans le coma depuis sa blessure à la tête lors de la fronde anti-gouvernementale du parc Gezi. Eh bien, son décès, nous disent les journaux turcs ce matin, son décès a ravivé hier les manifestations anti-Erdogan dans tout le pays. À moins de 3 semaines d'un scrutin municipal sous haute tension, écrit ce matin le Hurriyet, des dizaines de manifestations spontanées hostiles au Premier ministre ont agité les rues de nombreuses grandes villes du pays pour dénoncer la mort de cet adolescent donc qui est le symbole de la répression policière selon les journaux. Pour sa part, le quotidien Zaman, proche du rival politique d'Erdogan, vous savez, le puissant prédicateur Fethullah Gülen, eh bien le journal rappelle que la mort de Berkin Elvan porte à 6 au total le nombre de personnes tuées lors de cette fronde qui avait fait vaciller, vous vous en souvenez, le régime islamo-conservateur. C'était à la mi-2013. Et on referme cette revue de presse, Cyril, avec une initiative de 2 jeunes stylistes français. C'est relayé ce matin par un journal israélien, le Yediot Aharonot. Et oui, la mode contre l'antisémitisme, c'est le titre de cet article publié par le quotidien à grand tirage, Yediot Aharonot, sous la plume de Noah Kliger. Ces dernières semaines, écrit le journaliste qui est rescapé de la Shoah, on aperçoit des grandes vedettes du football européen, dont Nicolas Anelka d'ailleurs, portant un t-shirt frappé d'un logo en lettres hébraïques, Cheshbon, c'est le nom de la marque, le compte en français dans le texte, un compte commun puisque la marque a été créée par 2 amis d'enfance, Yohan Barouch et Suleiman Kamisoko. L'un est juif, l'autre est musulman. Tous deux pensent que la mode peut lutter contre les préjugés. Même Nicolas Anelka, le quenelleur, porte la marque. Voilà, espérons que ce sera, Barbara, l'habit neuf de l'antisémitisme dans les prochaines années. Merci beaucoup Cyril, on se retrouve tout à l'heure. C'est sur i24 News, nous sommes le mercredi 12 mars. Voici les grands titres à la une de l'actualité. La Jordanie ne décolère pas. Israël porte l'entière responsabilité de la mort du juge tué par des balles de Tsahal. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre jordanien. De son côté, Binyamin Netanyahou s'est excusé officiellement auprès du peuple et du gouvernement jordanien. Israël a d'ailleurs accepté la requête jordanienne de constituer une équipe conjointe pour conclure l'enquête. A noter qu'une bombe artisanale a explosé hier soir devant l'ambassade israélienne du Caire. Aucun blessé n'est à déplorer. L'engin visait une voiture de police garée devant l'ambassade. Aucun diplomate israélien n'y a séjourné depuis que le bâtiment a été attaqué en septembre 2011.
Le Premier ministre britannique entame ce mercredi une visite officielle en Israël, la première du genre pour David Cameron. Il s'exprimera cet après-midi devant le Parlement israélien. Et au cœur de sa visite, évidemment, le processus de paix qui semble quelque peu piétiné. Enfin, le nouveau président ukrainien sera à Washington ce mercredi. Dans la soirée, le Congrès américain a adopté une résolution condamnant l'intervention russe en Ukraine. Je vous rappelle qu'hier, les autorités séparatistes de Crimée ont fait un pas supplémentaire vers leur attachement à la Russie en adoptant une déclaration d'indépendance. Enfin, l'image du jour, ce sont ces milliers de personnes dans les rues de dizaines de villes hier soir en Turquie. Sur ces images, c'est Istanbul. Ils sont venus dénoncer le régime d'Erdogan qu'ils tiennent pour responsable de la mort après un long coma d'un adolescent de 15 ans grièvement blessé par la police lors des manifestations de juin dernier. Dans 3 semaines, je vous le rappelle, se tient dans le pays un scrutin municipal ayant valeur de test pour le gouvernement Erdogan. Au dossier du jour, ces tensions qui restent vives ce matin encore entre Israël et la Jordanie après la mort d'un magistrat lundi au poste frontière du pont Allenby. Alors quelle est la nature des rapports entre les deux pays? On en parle avec vous, Jacques Neria. Bonjour. Merci. Oui, bonjour, plus vieux de Tel Aviv. Merci d'être avec nous. Et voilà, il pleut ce matin à Tel Aviv. Alors vous êtes consultant à 24 News, ancien officier des renseignements israéliens. Alors d'abord, que s'est-il réellement passé sur ce pont Allenby lundi? Écoutez, une enquête a été ouverte. Les Jordaniens disent que le soldat a tiré sans aucune raison, après une altercation vocale entre le magistrat et un soldat sur place. D'autres disent que le magistrat a essayé de prendre une arme à un des soldats et puis à cause de cela, donc il a été abattu. De toute façon, je dirais, la réaction israélienne des soldats sur place était trop rapide. C'est un homme normatif, un magistrat qui n'a pas le profil d'un terroriste. Tout à fait. Donc, je dirais que c'est un comportement qui est difficile à expliquer. Je dirais que cette nervosité sur la gâchette et de tirer aussi vite que possible, ça n'a aucune logique. Ça n'arrive presque jamais, à moins que, je dirais, ce qui est sur place, il y a eu une nouvelle escouade de soldats sur place, sans doute des gens qui ne sont pas habitués à ce qui se passe. Un soldat, un jeune vert qui n'a jamais eu d'expérience dans ce domaine-là. Tout cela, il a pris peur et puis il a tiré. Il y a des consignes très claires de Tsahal dans ce genre de situation. Tout à fait. On vise les jambes d'abord, etc. On avertit 1 fois, 2 fois, 3 fois, ensuite on vise les pieds, on vise le corps et puis finalement on tire pour tuer. Mais tout ce processus-là semble avoir été ignoré et c'est dommage, c'est regrettable parce que les relations avec la Jordanie pour Israël, c'est essentiel, c'est stratégique, je dirais, c'est même vital. On va y revenir dans un instant. Un mot d'abord de ce point de passage. On parle du pont Allenby dans cette affaire. Il se trouve où? Est-ce que c'est une frontière ouverte? Allenby, il y a 2 passages. Le passage de Sheikh Hussein qui est un peu plus au nord, au sud de Beit Shean, et puis Allenby qui est, je dirais, plus ou moins parallèle à Jérusalem. Donc c'est plus ou moins juste dans la vallée du Jourdain. Généralement, le passage d'Allenby est réservé pour les diplomates, pour les gens, pour les groupes, et donc les VIP en quelque sorte. Et tout cela, d'ailleurs, le magistrat devait passer par là-bas. Les touristes, c'est une entrée, les diplomates. Pas en Israël, mais en Cisjordanie. C'est une entrée, non, en Israël, qui est directement en Israël. Donc, mais c'est une entrée réservée aux diplomates, aux groupes de touristes, enfin tous les gens qui veulent éviter, je dirais, les tracas de Sheikh Hussein. Alors Benjamin Netanyahou s'est excusé hier, finalement, officiellement. Ce n'est pas la première fois. Donc ce n'est pas la première fois. On se rappelle du cas de Machal à l'époque où le roi Hussein avait menacé de couper ses relations avec Israël à la suite de l'attentat. Et immédiatement, Israël a pris peur et a agi en conséquence. Tout à fait. Donc dans ce cas-là, aujourd'hui, étant donné la situation géostratégique de la Jordanie, il était très important pour Netanyahou de réagir très vite. Et c'est d'enrayer, je dirais, le processus qui engagerait, je dirais, la Jordanie à prendre des décisions que nous ne voudrions pas entendre, comme par exemple annuler l'accord de paix. Alors c'est possible que cette affaire va envenimer à ce point les relations entre les pays. On a parlé d'expulsion de l'ambassadeur israélien. Est-ce que c'est imaginable? On en parle tout le temps en Jordanie. Le roi Abdallah, pour l'instant, tient bon.
Il comprend très bien que les relations avec Israël sont essentielles pour la Jordanie elle-même, parce que Israël donne en quelque sorte une sécurité pour la Jordanie face à la vague anti-islamiste. Les relations dans le domaine du renseignement sont très poussées. Israël a intérêt à ce que les groupes terroristes ne pullulent pas en Jordanie. Rappelez-vous, Israël agit dans le renseignement sur le sol jordanien. Non, en coopération avec les Jordaniens. En coopération avec les Jordaniens pour venir en aide au gouvernement jordanien. Tout à fait. Écoutez, Israël a sa plus grande frontière terrestre, c'est une frontière avec la Jordanie. Donc nous avons intérêt à ce que le régime jordanien soit un régime qui est un régime amical, je ne dirais pas allié, mais enfin un régime qui coopère avec nous pour essayer d'enrayer cette vague islamique qui est en train d'attaquer tout le monde arabe. Vous n'imaginez pas d'escalade, une rupture du processus de paix ? Il n'y a pas de processus de paix entre nous et la Jordanie. Enfin, de l'accord de paix, en tout cas. Il y a un accord de paix qui est plus ou moins qui est là. Je dirais les Israéliens qui visitent la Jordanie n'aiment pas entendre ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent en Jordanie, ce qu'ils voient en Jordanie. L'atmosphère est très tendue. Les Jordaniens restent hostiles à Israël. Rappelez-vous, il y a 70% de la population en Jordanie sont des Palestiniens. Ce ne sont pas les vrais Jordaniens, ce sont les Bédouins qui enfin, c'est la clique ou la caste qui règne en Jordanie. Mais pratiquement, je dirais, tout cela, ça se base sur une population palestinienne qui est anti-israélienne, on le sait de nature. De plus, ajouter qu'il y a aujourd'hui en Jordanie plus de 900 000 réfugiés syriens qui sont dans des camps de réfugiés et qui créent, je dirais, une pression, une tension énorme sur le régime. Donc le régime est pris comme dans un étau entre, je dirais, cette pression des islamiques et des problèmes avec la Syrie d'un côté, de l'autre côté, maintenant un problème qui est superflu géré et provoqué par un soldat sur place. Je dirais tout cela pose de grands problèmes au roi et il faudra tout simplement attendre. Je pense que la meilleure chose que la Jordanie et Israël pourraient faire, c'est tout simplement d'essayer de se calmer et de ne rien faire. C'est dans l'intérêt de la monarchie en Jordanie de préserver la paix. Vous l'avez dit, on rappelle le contexte historique. La paix est signée en 1994. Est-ce que ça a été compliqué à atteindre ? Écoutez, les accords avec la Jordanie auraient été très faciles dès le début. Je me rappelle très bien en 1993, quand le premier accord a été signé avec les Jordaniens, c'était au State Department à Washington. C'est la scène la plus macabre que j'ai jamais vue. Il n'y avait pas de joie dans cette signature-là. Pourquoi ? Parce que c'était au lendemain de la signature des accords d'Oslo. Donc les Jordaniens étaient lésés. Comment est-ce que vous avez signé avec les Palestiniens avant d'avoir signé avec les Jordaniens ? Vous avez finalement séparé la Jordanie des Palestiniens une fois définitivement. Et puis ensuite, le roi Hussein, qui comprenait l'intérêt stratégique, a poussé, et l'accord avec la Jordanie a été très facile relativement. Regardez, il y a de grandes enclaves jordaniennes qui sont restées, je dirais, sous régime israélien pour une période de 25-30 ans, des choses qui ne sont pas acceptées avec d'autres pays. Donc il y a, je dirais, une affinité entre la monarchie jordanienne et hachémite et Israël. Pourquoi ? C'est historique. C'est historique depuis 1948, je dirais, le fait que nous avons des relations spéciales avec cette monarchie-là, qu'il faut tout le temps faire attention de ne pas trop torpiller. Alors, dans le cadre des négociations de paix avec les Palestiniens, cette fois, quel est le rôle que joue la Jordanie ? La Jordanie a toujours joué un rôle, je veux dire, de modérateur. C'est-à-dire essayer de voir, ok, si les Jordaniens, si les Palestiniens ne peuvent pas avoir, disons, une position privilégiée à Jérusalem, donc la Jordanie se propose comme volontaire de prendre la place des Palestiniens, et généralement cette place de modérateur est acceptée par les Palestiniens eux-mêmes, quoique pas toujours avec plaisir, mais la situation est telle. Donc les Jordaniens aussi poussent les Palestiniens à être beaucoup plus concrets, beaucoup plus pragmatiques, en expliquant que essayez de prendre ce que vous pouvez aujourd'hui, on verra bien dans l'avenir ce qui va se passer. Alors, est-ce qu'on peut dire, c'est vous qui le dites, que la Jordanie est un médiateur entre Israéliens et Palestiniens, mais que son cœur penchera toujours côté palestinien ? Je ne dirais pas malheureusement, mais finalement c'est ça. N'oubliez pas que ce sont des Arabes, nous sommes des Israéliens, donc il y a quand même une différence entre nous et eux. Je dirais, il y a une grande différence de mentalité, une grande différence dans la façon de se comporter, dans la façon de gérer les affaires du pays. Et puis naturellement, je dirais,
nous sommes, je dirais, des cousins. Eux, ce sont des frères. Et les Jordaniens se sentent responsables des Palestiniens et de la population jordanienne qui est palestinienne. Le roi a toujours pensé être le responsable des Palestiniens. Ils n'ont jamais écarté une hypothèse d'une fédération, d'une confédération avec les Palestiniens, que les Palestiniens eux-mêmes considèrent que possible dans un avenir, dans une sorte d'équation entre Israël et, je dirais, la Jordanie-Palestine. Ça a toujours été un scénario qui a été soulevé. On verra bien. Peut-être qu'on aura raison d'ici quelques années, parce que ça sera la seule façon de créer 3 États qui sont coopératifs entre eux et qui en même temps sont viables. Merci beaucoup, Jacques Naria, d'être venu nous expliquer cette situation ce matin. À suivre dans le Morning, c'est un film dont on va beaucoup parler. Il est signé George Clooney et sort aujourd'hui en France. C'est l'histoire des tableaux volés aux Juifs pendant la guerre et d'un commando américain qui va essayer de les retrouver. Vous allez le voir, la réalité a rattrapé la fiction. On en parle juste après un nouveau journal. De notre édito du jour avec vous, Boaz Bismuth, journaliste au Israël Hayom, bonjour. Bonjour. Alors ce matin, vous nous parlez de 2 sujets. On va parler de la tension entre la Jordanie et Israël dans un instant, mais on commence par un scrutin municipal qui s'est rejoué hier dans la ville de Beth Shemesh, une guerre sans merci entre un candidat orthodoxe et un candidat sioniste. Exactement, je pensais vous parler de la Jordanie, mais finalement il faut parler un petit peu de Beth Shemesh parce que c'est quelque chose d'abord d'actualité et ensuite très important. Et pourquoi? Parce que Beth Shemesh est une ville, on ne va pas dire la ville la plus importante d'Israël, la plus visitée, la plus influente, mais quand même une ville qui est devenue une ville symbole de cette lutte entre, on va dire un petit peu cette coalition que nous avons aujourd'hui entre les laïcs et les religieux, ce qu'on appelle un petit peu l'équipe Otsogot, les religieux light, on va appeler ça, et de l'autre côté les orthodoxes ou ce que certains préfèrent appeler les ultra-orthodoxes. Et donc on a eu bien sûr des élections municipales, participation d'à peu près grande participation, plus de la moyenne, et puis c'est les ultra-orthodoxes qui ont gagné à nouveau cette ville, sauf qu'il y avait falsification des cartes d'identité fausses qu'on a découvert, donc bis repetita, à nouveau on va voter. 76% le taux de participation dans les journaux télévisés hier, on a débuté avec ces élections, et pourquoi? Parce que tout en parallèle, aujourd'hui, à la Knesset israélienne, on va aller voter sur cette loi de conscription pour que les ultra-orthodoxes aillent à l'arche. Mais il y a un lien entre ce vote aujourd'hui et cette élection à Beth Shemesh, parce que c'est finalement cette lutte dans la société israélienne, et qui va perdre, les orthodoxes ou les laïcs? Je ne sais pas qui va gagner, mais le perdant est l'État d'Israël. Deuxième sujet d'actualité, et là Israël ne doit pas perdre cette bataille, c'est la bataille à Amman, la bataille diplomatique. Vous savez, en 2000, nous avions 7 représentations dans le monde arabe, d'un côté de la Mauritanie, de Nouakchott, à Oman de l'autre, et je parle de la Tunisie, je pense à la Jordanie, et je pense bien sûr au Maroc, et d'autres. 7 représentations israéliennes, certaines ambassades, certaines représentations. Aujourd'hui, il ne nous reste que 2. Finalement, tout le monde, c'est l'Égypte et la Jordanie. Tout le monde connaît très bien la situation aujourd'hui au Caire, donc Amman est devenu, si vous voulez, le dernier bastion de ce qui étaient les accords d'Oslo et ce nouveau Moyen-Orient. Vous savez très bien qu'avant-hier, au pont d'Allenby, bien sûr, il y avait bien sûr ce juge tué par des balles d'un soldat israélien. On ne sait pas encore la raison exacte. Toujours est-il manifestation. Notre ambassadeur là-bas est depuis de longues années, 6 à 7 ans. Son nom est Danny Nevo. L'année prochaine, il doit finir son poste à Amman. Et la dernière chose que je voudrais, c'est qu'il soit le dernier ambassadeur d'Israël en Jordanie, comme moi je l'étais à Nouakchott. Vous étiez ambassadeur en Mauritanie, on le rappelle, c'est difficile d'être ambassadeur israélien dans un pays hostile, a priori? Évidemment, vous êtes un petit peu comme le poisson rouge dans l'aquarium. C'est de quoi que vous faites, bien ou mal, vous êtes toujours pointé du doigt par la population, par la classe politique. Et en plus, c'est la chose la plus populaire, bien sûr, c'est vous taper dessus dès le moment où vous voulez être populaire, que ce soit au Parlement ou dans la presse locale. La Jordanie est un peu différente. La Jordanie, c'est un État dans lequel nous avons des excellentes relations, bien sûr, avec le gouvernement, avec le roi, évidemment, depuis des années déjà. Sauf que vous savez que la majorité de la population jordanienne est palestinienne. Vous savez très bien ce qui se passe en ce moment dans les négociations qui n'avancent pas de façon satisfaisante. Et donc, et en plus, à cela, il y a le climat régional avec ce qui se passe, bien sûr, en Syrie. Et une des raisons pour laquelle on a tellement peur que Assad tombe, et on a vu hier, grâce à Bethsabée, un petit peu ce régime affreux qui survit justement par la peur du jour d'après. On sait très bien que si Assad tombe, le premier pays qui va subir les conséquences, c'est la Jordanie. Voilà, et l'importance de
maintenir des bons rapports entre Israël et la Jordanie. C'est votre message ce matin. Alors, vous êtes fan de sport, hein, Boaz? Évidemment. Alors, ça va vous intéresser. Ce qu'on va voir, leur nom est mythique. Noah, Platini ou encore Zidane. Toutes ces légendes du sport ont un patronyme lourd à porter. Pourtant, leurs enfants ont choisi d'embrasser la même carrière qu'eux. C'est un défi de taille. Regardez ce reportage signé Lise Barenbaum. Le talent sportif est-il héréditaire? Le cas d'Enzo Zidane plaide en faveur de cette théorie. Le jeune footballeur de 19 ans prend le chemin de son père. Il rejoindra les Bleuets, l'équipe de France des moins de 20 ans, pour un stage de formation à Clairefontaine du 3 au 5 mars prochain. Peut-être le début d'une belle carrière. Plein feront une très belle carrière, donc bon, maintenant il faut attendre quelques temps, mais c'est vrai que cette génération est très belle. Comme son père, Enzo est droitier, meneur de jeu et porte le numéro 10. Et en sport, les fils d'eux sont nombreux. Le talent n'est pas contagieux, mais la passion se transmet souvent de génération en génération. Chez les Djorkaeff, le père Jean a précédé Youri au sein des Bleus. Pareil pour l'Italie, où la dynastie Maldini règne sur le football. César et son fils Paolo ont remporté la Ligue des Champions sous le maillot du Milan AC à 40 ans d'écart. Le père a même entraîné le fils au sein de la Squadra Azzurra de 1996 à 1998. Et le petit-fils Christian est déjà surnommé Maldini III. Au jeu des 7 familles, la tribu Noah est sûrement l'une des plus intéressantes. Après Zachary, le grand-père footballeur à Sedan, le père Yannick, tennisman et chanteur à succès, le petit-fils Joachim est une vraie star de la NBA. Et certains footballeurs encouragent leurs enfants à suivre leur chemin dès leur plus jeune âge. C'est le cas de David Beckham qui s'émerveille des prouesses de son fils Brooklyn. L'adolescent de 15 ans vient d'être pris à l'essai dans le club de cœur de son papa, Manchester United. Parfois, le talent touche toute la fratrie. C'est le cas des 3 sœurs Dufour-Lapointe, des Canadiennes qui ont participé à l'épreuve de ski de boss au JO de Sochi. 2 sont même montées sur le podium, une grande fierté pour leur père. Je suis tellement fier de mes 3 filles. La détermination dont elles ont fait preuve est vraiment impressionnante et c'est incroyable. Et on n'aurait pas pu vivre quelque chose de mieux que ce qu'on a vécu hier soir. Mais il n'est pas toujours facile de supporter le poids de la comparaison avec son aïeul. Enzo Zidane préfère prendre le nom de sa mère sur le terrain, Fernandez. La marque Zidane est sans doute trop lourde à porter. Pareil pour Laurent Platini, fils de Michel, légende vivante du football qui a même son propre musée. J'ai commencé le musée en 1997. C'était mon rêve parce que je suis fan de Platini depuis que je suis jeune. Platini est le meilleur joueur de tous les temps. Laurent Platini a préféré choisir la robe d'avocat, même s'il a travaillé comme juriste pour le PSG. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. C'est toujours émouvant, ces histoires de famille dans le sport. Pourquoi ça nous plaît tant? Parce que c'est toujours joli, bien sûr. D'abord, ce côté succession. C'est-à-dire, on a peut-être décapité le roi de France, mais quand même, les jeux de la succession, c'est quelque chose qui reste et qui nous plaît. La seule chose, c'est que j'espère que mon fils n'a pas vu ce matin à la télé, parce que très franchement, il aurait préféré être fils de Zidane que fils d'un journaliste, parce que si la succession, la vie va être un peu différente. D'un autre côté, comme il a 1 an, même s'il l'a vu, je risque pas de recevoir des plaintes au retour chez moi à la maison. Mais quand même, c'est une très belle histoire. Mais d'un autre côté, ils vont avoir beaucoup de mal, ces fils, d'être à la hauteur de leur père, et je pense surtout au petit Zidane. Ouais, c'est un pari risqué. Merci beaucoup, Boaz. Restez avec nous. Mercredi 12 mars, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres à la une de l'actualité. La Jordanie ne décolère pas. Israël porte l'entière responsabilité de la mort du juge tué par des balles de Tsahal. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre jordanien. De son côté, Binyamin Netanyahou s'est excusé officiellement auprès du peuple et du gouvernement jordanien. Une bombe artisanale a explosé hier soir devant l'ambassade israélienne du Caire. Aucun blessé n'est à déplorer. Je vous rappelle qu'aucun diplomate israélien n'y séjourne depuis que le bâtiment a été attaqué en septembre 2011. Le Premier ministre britannique entame ce mercredi une visite officielle en Israël, la première du genre pour David Cameron. Il s'exprimera cet après-midi devant le Parlement israélien. Enfin, le nouveau président ukrainien sera à Washington aujourd'hui. Dans la soirée, le Congrès américain a adopté une résolution condamnant l'intervention russe en Ukraine. C'est un film
film dont on va beaucoup parler, il est signé George Clooney, il sort aujourd'hui en France. C'est l'histoire de tableaux volés aux Juifs pendant la guerre et la réalité rattrape la fiction. Betsabé, hier, beaucoup d'émotions au ministère de la Culture en France puisque 3 œuvres d'art spoliées pendant la guerre ont été restituées à leurs propriétaires. Oui, tout à fait. Donc 3 tableaux et 3 histoires différentes aussi. Alors les héritiers sont spécialement venus non seulement de France, Barbara, mais aussi du Chili, d'Italie ou encore des États-Unis. Alors ces tableaux, ce sont, il y a un paysage montagneux d'un peintre flamand, Jos de Montpeur, qui appartenait au baron Cassel van Dorn. C'était un banquier belge qui avait fui l'Europe en 1940 pour les États-Unis. Vous avez la Vierge et l'Enfant qui appartenait à un banquier roumain. Il était ambassadeur à Londres. Il n'était pas juif mais opposant au régime nazi. Et puis le 3e tableau restitué est un portrait de femme datant du XVIIIe siècle. Et ce tableau appartenait, lui, à Jacob et Rosa Oppenheimer, qui étaient marchands d'art à Berlin et qui avaient fui le pays en 1933 vers la France. Alors, ce sont tous des tableaux MNR, donc Musées Nationaux Récupération, des œuvres qui ont été donc volées par les nazis. Alors ces 3 tableaux ne sont pas les premiers tableaux qui ont été rendus par Aurélie Filippetti à leur propriétaire. Le ministère français de la Culture en avait déjà restitué 7 depuis l'entrée en fonction du ministre de la Culture. Et sa mission de restitution ne s'arrête pas là. Vous allez voir, il y a encore beaucoup de travail à faire. Écoutez. Il reste à peu près 2000 œuvres diverses dans les musées nationaux et il y en a 145 dont on sait avec certitude qu'ils ont été spoliés, arrachés par les nazis à leurs propriétaires légitimes. Sur ces 145 tableaux, nous avons depuis 1 an mis en place un groupe de travail proactif qui donc au sein du ministère de la Culture recherche les propriétaires au moment des faits pour ensuite redescendre jusqu'aux héritiers. Et en 1 an, on a identifié de manière à peu près sûre déjà 28 tableaux. Alors un groupe de travail donc censé aider ces familles, les héritiers qui pour la plupart ne se manifestent pas ou alors sont confrontés à une série de problèmes judiciaires, administratifs, procéduriers. Au total, depuis une vingtaine d'années, la démarche de la France a permis quand même de restituer 70 œuvres. C'est à la fois beaucoup, c'est à la fois très très peu. Voilà, 70 sur 2000 à peu près, c'est pas énorme. Alors cette restitution, on l'a dit, coïncide avec la sortie aujourd'hui en France du film de George Clooney, dont on va parler beaucoup. Ça s'appelle Monuments Men et ça traite du même sujet. Oui, tout à fait. Alors c'est presque une bonne promo, cette restitution pour le film. Mais en fait, c'est sûrement le film qui a aidé à faire la promotion de la restitution. Alors pour ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler, je suis sûre que c'est pas votre cas, Boaz, Monuments Men retrace l'histoire vraie d'un groupe d'experts conservateurs, galeristes, artistes même, qui avaient été envoyés par le président Roosevelt pour récupérer des centaines de milliers d'œuvres d'art dérobées par les nazis, empêcher aussi que d'autres œuvres d'art ne soient volées ou détruites. La bande-annonce, c'est tout de suite. Mr. President, we are at a point in this war that is the most dangerous to the greatest historical achievements known to man. The Nazis have been stealing art out of Warsaw, Amsterdam, Paris. Time to put a team together and try to protect what's left and find what's missing. Monuments, man. Signed by Roosevelt. How many men? For now, 6. Jeez. Well, with you at 7. Aren't you a little old for that? Yes. You've all been selected because we're going to need your knowledge and we're going to need your skill. Welcome to the war, Sergeant. Bloody hell. We're going to go through basic in England. Basic training. Oh, boy. Nice right here. We've been tasked with the finding and protecting of over 5 million pieces of stolen artwork. This is a model of his planned Führer Museum. It will be one of the biggest in the world. We need a lot of art to fill it. This is why Hitler didn't bomb Paris. Well, he bombed London. Yes, I know. Lieutenant, you're not going to have the equipment, you're not going to have the manpower. I think that went well. The Nazis are on the run. They're taking everything with them. So we have to get as close to the front as we can. Alors on est à Hollywood, bien sûr, ce n'est pas, Barbara, un plaidoyer pour la restitution des œuvres d'art spoliées. George Clooney n'a pas réalisé ce film par conviction, c'était surtout un bon scénario. On écoute le réalisateur. On a aimé l'histoire, on a pensé que ce n'était pas banal. Et comme vous le savez bien, j'en suis sûr, Hollywood adore les bonnes histoires sur la Seconde Guerre mondiale. On en fait depuis longtemps. Autre caractère de ce film qui n'est pas empreint de conviction, c'est le casting. Au passage très masculin, beaucoup d'hommes dans ce film. Côté femme, il n'y a que Kate Blanchett. On écoute George Clooney qui commente. C'est mal, n'est-ce pas? C'est trop. La prochaine fois, ça ne sera que des femmes et juste un mec.
Voilà, alors côté filles, pas beaucoup de plaintes par contre sur ce sujet-là. Alors, vous l'avez dit, le film, c'est pas un plaidoyer historique et politique, mais George Clooney a quand même défendu publiquement ce processus de restitution d'œuvres d'art. Oui, il n'a pas vraiment fait exprès. En fait, l'acteur s'est sans doute un peu trop identifié à son personnage en plaidant pour la restitution des marbres du Parthénon, une frise de 75 mètres qui se trouve depuis plus de 2 siècles en Angleterre, qui est actuellement au British Museum à Londres. Alors, comment en est-il venu à prendre position sur ce dossier? Eh bien, c'était à Berlin, lors de cette 64e Berlinale, quand une journaliste grecque lui a demandé ce qu'il en pensait. Il a alors répondu que ce serait une bonne idée qu'elle soit rendue à Athènes. Il a même allé jusqu'à affirmer qu'en fait, la Grèce serait alors dans son droit. Il a bien sûr relancé toute la polémique sur le sujet. Selon sa Grèce, le Parthénon a été dépouillé par l'ambassadeur britannique à Constantinople. C'était en 1802, mais le sujet est encore très sensible. Vous me parlez de messages d'admiration en Grèce de George Clooney? Oui, tout à fait. Alors plus que ça, en fait, George Clooney a reçu une invitation personnelle envoyée par le ministre grec de la Culture. Il est invité à passer quelques jours en Grèce. Alors réaction à Londres, en revanche, on a tapé du pied Boris Johnson, qui est donc le maire de Londres, réplique, je cite, « Quelqu'un devrait restaurer les marbres de Clooney. Il vante un film à propos des œuvres d'art volées par les nazis et devrait savoir que Göring voulait piller le British Museum. Les nazis aussi comptaient envoyer les marbres d'Elgin à Athènes. Clooney est en train de défendre un programme culturel hitlérien. » Alors Clooney soutient donc Hitler selon Boris Johnson. On peut se demander si cette réaction n'est pas un tout petit peu excessive. Réplique de Clooney, non sans ironie, je cite l'acteur, « Je suis un grand admirateur du maire de Londres et je suis sûr qu'il n'a pas voulu me comparer à Hitler, je pense plutôt qu'il a juste voulu faire une métaphore après quelques verres de whisky. Cela m'est déjà arrivé dans le passé et donc je ne le prends pas mal. » Voilà, donc une fois encore, George Clooney passe à l'humour pour récupérer en fait la polémique. Et puis il est allé même jusqu'à dire que la Joconde aussi devrait être restituée à l'Italie. L'Italie qui est bien sûr ravie. Évidemment. Ça vous tente le film? Bien sûr, et je dirais que tout ça est une magnifique publicité pour le film. Donc je me demande si le maire de Londres n'est pas dans le public relation de ce magnifique film. Puis juste une dernière chose, quand je vois les acteurs, fabuleux acteurs, d'abord concernant la femme Kate Blanchett et bien au-delà des 7 autres acteurs, cette magnifique actrice australienne merveilleuse. Et ça me rappelle un peu, si vous vous souvenez à l'époque, les 12 salopards, quand on va les choisir comme ça, sauf que ça c'est une version moderne avec un sujet qu'on n'a pas encore traité. Bravo Hollywood, bravo le maire de Londres. Ça sort aujourd'hui en France. Merci Boaz. Merci. Je prends l'avion. Alors allez-y Boaz. À suivre, l'Ukraine, toujours au cœur de l'actualité ce matin. Le Parlement de Crimée a déclaré son indépendance unilatérale hier. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Nous sommes ensemble en direct depuis Tel Aviv et vous le voyez, il s'est mis à pleuvoir sur Tel Aviv, un fait assez rare pour être remarqué. Mais on quitte Tel Aviv pour l'heure pour partir direction l'Ukraine où la tension reste de mise ce matin. Vous le savez, le Parlement de Crimée a déclaré hier son indépendance face à l'Ukraine. C'est une démarche préalable au référendum prévu dimanche, mais plusieurs questions se posent. D'abord, est-ce légal? Et puis, est-ce que Poutine va en profiter pour annexer la péninsule? Élément de réponse en images et on en parle juste après. Les pancartes pro-russes fleurissent dans les rues de Simferopol. Les forces russes contrôlent désormais les points stratégiques de la péninsule ukrainienne. Un déploiement militaire à quelques jours à peine du référendum sur le rattachement de la Crimée à la Russie. Un référendum déjà moqué par les autorités de Kiev. Je suis absolument certain que ce référendum pourrait être reconnu par la Corée du Nord et la Syrie. Nous lançons un appel à la Fédération de Russie. Nous lui demandons d'annuler immédiatement le référendum qui va avoir lieu sur le territoire de Crimée, qui est une part inséparable de l'État ukrainien. La chancelière allemande Angela Merkel a pour sa part dénoncé ce qu'elle considère comme un référendum illégal. Le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius a brandi ce mardi la menace de nouvelles sanctions contre la Russie. S'ils ne répondent pas ou s'ils répondent négativement, à ce moment-là, il y aura un train de sanctions qui peut être pris dès cette semaine et qui consisteront à des gels d'avoirs personnels à l'égard de Russes ou d'Ukrainiens. De son côté, le président déchu, Viktor Yanukovych, s'est exprimé devant la presse. S'il n'a pas mentionné le référendum, il continue à insister sur sa légitimité.
Je voudrais vous rappeler que je reste le seul président légitime d'Ukraine, mais aussi le chef des armées. Je n'ai jamais démissionné, je suis en vie. Mes pouvoirs ne m'ont pas été retirés par la Constitution. Ce mardi, les députés du Parlement de Crimée, acquis à la Russie, ont déclaré leur indépendance de l'Ukraine. La motion a été adoptée par 78 voix sur 81. Une première étape donc avant le référendum ce dimanche. Voilà, le Parlement de Crimée déclare donc son indépendance unilatéralement hier. Alors on tente de comprendre la situation avec notre correspondante sur place à Moscou, Elena Volochin. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors cette déclaration d'indépendance, le référendum prévu dimanche, est-ce qu'on va vers un rattachement de la Crimée à la Russie ? Alors en fait, c'est de fait déjà comme si la Crimée était rattachée à la Russie, le référendum c'est juste quelque chose qui va entériner quelque chose qui est sur le terrain, déjà acté. Le pouvoir local en Crimée, exécutif et législatif, est à la botte de Moscou, de nouvelles lois sont votées, des décisions sont prises indépendamment du pouvoir de Kiev, à commencer d'ailleurs par ce référendum. Toutes les chaînes de télévision ukrainiennes ont été remplacées par des chaînes de télévision russes, et ça c'est aussi quelque chose de très important car c'est là le support de diffusion de la propagande en faveur du rattachement. Par ailleurs, la Russie prépare l'aide financière, elle participe activement à l'organisation du référendum, elle assure la logistique administrative. Le consulat russe, lui, distribue d'ores et déjà des passeports russes en Crimée aux ex-policiers du Berkout et aux Criméens dont les parents vivent en Russie. Et cette distribution de passeports, elle est prévue pour s'étendre à toute la population après le référendum. Moscou, à son tour, va voter juste après le référendum, le 21 mars, probablement une loi permettant l'intégration d'une nouvelle région au sein de la Fédération de Russie. Donc voilà, la Crimée est déjà de facto russe. Le référendum va juste entériner ce processus qui d'ailleurs aura été très rapide et très efficace. La Crimée a changé de main en moins de 3 semaines, preuve aussi que les services secrets russes auront été très actifs sur le terrain. Alors, Elena, parallèlement à ce rattachement de facto à la Russie, est-ce qu'on doit s'attendre également à une annexion militaire de la part de Poutine en Crimée ? Alors l'annexion militaire, elle aussi, elle a déjà eu lieu. Comment ça s'est passé ? Ça a commencé avec le déploiement des forces russes basées en permanence à Sébastopol, selon le bail qui est signé avec l'Ukraine. Ce déploiement, il s'est fait de telle façon que la Russie a pu nier jusqu'au bout qu'il s'agissait de ses soldats, puisque ces soldats, ils ne portaient aucun insigne. Seulement les camions militaires, eux, ils portent bien des plaques d'immatriculation de la Russie. Ces soldats cagoulés, armés, ont encerclé puis envahi les casernes militaires et les bases ukrainiennes. Et en face, les soldats ukrainiens, quasiment désarmés, ils n'ont opposé aucune résistance. Sinon, ils se seraient fait juste massacrer. Les commandants, ils en étaient bien conscients. Donc militairement, c'était gagné sans qu'il n'y ait eu de combat. Et à côté de cela, il y a ces forces d'autodéfense, des espèces de brigades de miliciens hétéroclites composées de simples habitants, de Cosaques, de Titouchki, d'ex-policiers du Berkout, ces forces de l'ordre renversées à Kiev. Tout ce monde, eh bien, il organise des checkpoints, des contrôles d'identité. Ces derniers temps, il se livre même à des arrestations. Tout cela a fini par mener, il y a quelques jours, à la création d'une véritable armée en Crimée à laquelle on a distribué des armes et qui a prêté serment au gouvernement local pro-russe. En attendant, les soldats russes y contrôlent toujours les casernes. Donc l'annexion militaire, de facto, elle est déjà bien là. Et la réaction de l'Ukraine, on est en droit de se poser si Kiev peut et veut faire quelque chose face à cette nouvelle situation en Crimée. Oui, alors Arseny Yatsenyuk, il n'arrête pas de répéter que l'Ukraine ne laissera pas tomber la Crimée et les Criméens. Mais de fait, je le disais, il a déjà quasiment perdu la partie. Alors pour ne pas perdre la Crimée face à la détermination de Moscou, il aurait fallu en fait que Kiev entre en guerre avec la Russie, et ça c'était complètement suicidaire. Maintenant, que fait-il ? Il se tourne vers l'Europe et vers les États-Unis. Demain, il ira à Washington. Les États-Unis et l'Europe, ils envisagent des sanctions contre la Russie, mais quelles mesures ces sanctions peuvent-elles, dans quelle mesure peuvent-elles influencer la Russie alors que le processus en Crimée semble déjà irréversible ? Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'en 3 semaines, la Crimée est devenue complètement autre chose que ce qu'elle était auparavant. La Russie a attisé les tensions interethniques jusqu'à la haine, et maintenant sur place, on ne peut plus faire machine arrière car la majorité de la population est persuadée que la seule issue possible afin que la Crimée ne tombe pas aux mains des fascistes, c'est l'entrée en Russie. C'est une peur et une haine créées de toutes pièces par Moscou, mais qui aujourd'hui sont bien là. Donc dans quelle mesure est-ce que des sanctions européennes ou américaines à l'encontre de la Russie peuvent faire
évoluer une situation qui, sur le terrain, est ce qu'elle est. Ça, c'est difficile à dire. Et par ailleurs, les experts en Russie estiment aussi que l'Europe étant dépendante à 60% du gaz russe, eh bien, elle n'irait pas jusqu'à se tirer une balle dans le pied en adoptant des sanctions. Elena Volochin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et on vous propose à présent une rencontre inédite avec des femmes juives orthodoxes. Elles vivent dans un milieu plutôt austère où la répartition des rôles entre hommes et femmes suit une tradition millénaire. Pourtant, vous allez le voir, elles sont féministes et elles se battent pour plus d'égalité. Féministes et orthodoxes, un reportage signé Michael Blum avec Florence Chevalier. Depuis 25 ans, ces femmes se réunissent une fois par mois à Jérusalem pour prier devant le Kotel, le mur des lamentations, le lieu le plus sacré du judaïsme. Une prière collective. Le premier jour de chaque mois du calendrier hébraïque qui est, selon la tradition juive, un jour de célébration pour les femmes. Ce matin, elles sont plusieurs centaines, issues de tous les courants du judaïsme. Les femmes du mur chantent en public, prient à haute voix. Certaines se couvrent du châle de prière, le talit. D'autres portent la kippa, ou encore les téphilines, des attributs religieux traditionnellement réservés aux hommes. Ces pratiques ont longtemps fait scandale, sifflets, insultes, parfois jets de pierre. Les ultra-orthodoxes ont tout fait pour empêcher ces femmes de prier. Mais l'an dernier, la justice a donné raison aux femmes du mur. Elles peuvent désormais prier comme elles l'entendent. Ella Kanner fait partie des femmes du mur. Elle est orthodoxe et féministe. De mon point de vue, la prière collective des femmes est vraiment quelque chose de capital. Il y a une force extraordinaire. Les gens ne comprennent pas toujours la force qu'il y a dans cette prière, une prière capable d'ouvrir les portes du ciel. La vie est complexe de nos jours. Il y a des choses a priori qui s'opposent et qu'on essaie de concilier. Moi, je suis entièrement féministe et entièrement religieuse. S'il y a bien une femme qui tente de faire évoluer les mentalités, c'est elle, Hana Kehat. Elle a fondé il y a 15 ans Koler, Ta Voix, la première association féministe religieuse israélienne. Élevée dans une famille ultra-orthodoxe, Hana Kehat a fini par quitter son milieu d'origine. Aujourd'hui, elle est la figure emblématique du féminisme religieux et tient un discours qui dérange. Pour la justice et l'égalité, deux valeurs essentielles du judaïsme, il faut savoir renoncer à certaines traditions qui n'ont pas force de loi. De nos jours, ça n'a pas de sens de vivre comme ma grand-mère. Ma grand-mère n'allait pas à l'université, ma grand-mère ne travaillait pas. Les temps ont changé. Il est fondamental aujourd'hui que le judaïsme s'adapte aux valeurs de justice et d'égalité afin de rendre la religion plus morale et de nous libérer de ce système patriarcal qui est immoral. Voilà, c'est un reportage que vous pouvez retrouver dans son intégralité en ce moment sur notre antenne et également sur notre site internet dans l'émission Reportage présenté par Stéphane Calvo. On parle à présent d'un grave différend entre deux pays voisins, l'Égypte et l'Éthiopie. Au cœur de la discorde, l'eau. Cyril Amar, vous avez mené l'enquête. Oui, bonjour Barbara, rebonjour. En tout cas, rien ne va plus entre Addis Abeba et Le Caire depuis que l'Éthiopie a commencé à dévier le cours du Nil bleu sur environ 500 mètres en vue de la construction d'un barrage colossal que l'Éthiopie a décidé de baptiser la Grande Renaissance et on va tout de suite comprendre pourquoi. Le Nil, le plus grand fleuve du monde, vous le savez, pour les Égyptiens, c'est une quasi-divinité. Et alors que l'économie égyptienne souffre depuis 3 ans de la crise politique, eh bien le Nil est devenu encore plus indispensable. C'est lui qui permet notamment à l'agriculture de survivre. Mais le débit du fleuve pourrait bientôt diminuer. En amont, l'Éthiopie prévoit la construction d'un gigantesque barrage hydroélectrique, un projet pour le moins controversé qui suscite, vous allez l'entendre, l'inquiétude des fermiers égyptiens. On l'écoute tout de suite. Cette eau est un don de Dieu. Nous l'utilisons pour irriguer nos champs, nous l'utilisons pour tout. Maintenant, si les Éthiopiens construisent ce barrage, nous ne sommes même pas sûrs qu'ils vont continuer à nous approvisionner en eau. Peut-être qu'ils vont tout garder pour eux.
Alors Barbara, à la tête de l'État, le projet éthiopien passe mal, comme on l'a vu avec ce fermier. On va écouter aussi tout de suite Khaled Ouassef, c'est le porte-parole du ministère égyptien des ressources en eau et de l'irrigation. Écoutez-le. La sécurité nationale de l'Égypte dépend de cette eau. Cela fait des milliers d'années que c'est le cas, et la quantité d'eau qui nous parvient du fleuve n'est déjà pas suffisante. Notre civilisation était construite sur ce fleuve. Nous ne lâcherons pas un seul mètre cube d'eau. Là, on franchit la ligne rouge, on veut bien négocier sur beaucoup d'autres sujets, mais pas sur ça. Alors Cyril, on le sait, le Nil traverse plusieurs pays d'Afrique. L'Égypte ne veut tout simplement pas partager, répartir son eau ? L'Égypte aurait beaucoup de mal à se passer des eaux du Nil. Il faut bien comprendre que le pays en tire 98% de son eau. Si le fonctionnaire d'État, on l'a entendu, il semble si sûr de lui, c'est que l'Égypte considère que ses droits historiques sur le Nil sont garantis par un traité qui date de 1959, qu'on va tout de suite voir à l'écran. Un traité qui lui accorde, qui lui taille finalement la part du lion dans le partage des eaux du Nil. Vous voyez, en milliards de mètres cubes par an, l'Égypte obtient 55 milliards de mètres cubes par an, 18,5 pour le Soudan, et les autres ils n'ont que le reste, 10 milliards de mètres cubes par an en tout et pour tout, et un traité qui lui accorde également un droit de veto sur tout projet en amont que le Caire jugerait contraire à ses intérêts. Alors ce traité, évidemment, il est contesté par les États riverains du bassin du Nil, dont l'Éthiopie, qui est peut-être la plus active, et qui a conclu avec d'autres États riverains du bassin du Nil un traité distinct en 2010 et qui leur permettrait de développer des projets sur le fleuve sans avoir à solliciter l'accord du Caire. Voilà, c'est un traité en 2010 que l'Égypte n'a pas signé, on l'imagine. Évidemment, ni le Soudan d'ailleurs. Ni le Soudan. Alors pourquoi l'Éthiopie est aussi déterminée à entrer en guerre comme ça, diplomatique avec l'Égypte ? C'est si crucial cette eau ? C'est que l'Éthiopie veut aussi sa part du gâteau, évidemment, avec une population qui est encore plus importante que la population égyptienne. Les Éthiopiens veulent faire du Nil un outil de croissance. La mise en route de la Grande Renaissance, le projet porte bien son nom, est prévu pour 2016 et il devrait permettre à l'Éthiopie d'entrer dans une nouvelle ère énergétique et pourquoi pas même à terme de fournir à ses voisins et notamment à l'Égypte de l'électricité plutôt bon marché et d'assurer au pays, à l'Éthiopie même, donc une certaine indépendance énergétique. Alors pour assurer leurs voisins, les autorités égyptiennes assurent que ces infrastructures n'affecteront pas l'accès à l'eau côté égyptien. Je vous propose d'écouter l'un des ingénieurs éthiopiens qui est en charge du chantier. Nous sommes à environ 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'eau du barrage sera à 645 mètres et le niveau maximum de l'eau sera à 640 mètres. Nous faisons appel à une technique d'ingénierie utilisée à travers le monde. Nous ne changeons pas cette méthode. Ce que je souhaiterais que vous expliquiez clairement aux gens, c'est que nous ne réduisons pas la quantité d'eau avec la déviation, nous ne changeons pas le sens du flux, simplement nous avons redirigé vers la droite pour pouvoir avancer sur la construction. Voilà, l'Éthiopie qui se montre assurante, on vient de voir avec ces propos de l'ingénieur, mais qui néanmoins reste déterminée, Barbara, déterminée à rectifier une injustice dont elle se dit victime de son voisin du Nord, l'Égypte. Barbara, 80% des eaux du Nil proviennent d'Éthiopie, mais le pays que l'on appelle le château d'eau en Afrique de l'Est n'en consomme que 0,3%, et tout cela pour cause de manque d'infrastructures. Voilà, une nouvelle guerre de l'eau dans la région. Merci beaucoup Cyril. À suivre, elle n'est pas de celle qui participe au boycott anti-israélien. Carla Bruni a annoncé un concert à Tel Aviv. On est de retour sur le plateau du Morning. Il pleut toujours à Tel Aviv. Ah non, je ne vois plus les gouttes derrière moi. Ça y est, il s'est arrêté de pleuvoir. Mais c'est une matinée assez grise ce matin. En direct depuis Tel Aviv, il est l'heure de s'intéresser à l'actu sur Internet. Bonjour. Bonjour Barbara. Alors ce matin sur Internet, on parle encore et toujours du mystère du Boeing disparu
en pleine mer. Oui, alors lundi, on évoquait la confusion suite à la disparition de ce vol. Et bien, 2 jours plus tard, sur Internet, le mystère s'épaissit encore et donne lieu aux divulgations et aux théories du complot les plus folles, aux divagations les plus folles les unes que les autres. Alors Slate.fr les a listées et on parle tout d'abord de détournement. On aurait dû en entendre parler finalement 4 jours après, sauf si, nous disent certains internautes, l'avion s'était posé dans un secret pays finalement. La théorie, c'est la Corée du Nord, et ils étayent leur thèse avec un schéma qui montre que l'avion avait suffisamment de carburant pour se poser dans la capitale nord-coréenne. Alors autre hypothèse plutôt farfelue aussi, relayée par une vidéo YouTube de 6 minutes, l'avion, voilà on voit cette vidéo, l'avion aurait atterri au Vietnam et serait intact, et les kidnappeurs auraient comme objectif d'utiliser l'avion comme une arme, comme cela a été le cas lors des attentats du 11 septembre. Alors on peut parler également, on parle aussi de terroristes ouïghours sur le net, mais aussi d'implication des pouvoirs publics, comme le dit le compte Twitter Not Explained, dont la spécialité finalement de poster des images non expliquées et puis de les lâcher comme ça sur Internet, ça fait leur succès. Pour ce site, la preuve en est que les 2 personnes qui ont voyagé avec un faux passeport n'ont pas du tout été inquiétées en prenant cet avion. Et puis enfin, on va un peu plus loin encore dans l'insolite en faisant le parallèle avec la série Lost, et c'est un site qui s'appelle Natural News qui en parle. Il y aurait eu une sorte de téléportation dans les cieux, à travers laquelle l'avion aurait volé accidentellement, une sorte de faille spatio-temporelle, mais même le site dit sur son article que c'est très peu probable. En tout cas, toutes ces hypothèses farfelues continuent de circuler sur Internet, et il existe un mystère, on en parle beaucoup, ça fait un peu le buzz sur cette histoire de téléphone portable qui continue de sonner. Oui, alors on en parle énormément sur Internet. 19 familles, on l'a dit, ont signé un communiqué commun qui indique que les téléphones de leurs proches sonnent encore, et dès le lendemain de cette information, le mystère a emballé le net très rapidement. Comme vous pouvez le voir sur ces quelques tweets, on parle finalement d'espoir, espoir surtout pour localiser l'avion. Le tweetos Paul Tron par exemple trouve cette information, je cite, plutôt pertinente. Et puis cette photo d'un SMS envoyé à un passager du vol MH360 qui prouverait que le SMS a bel et bien été reçu. Alors donc depuis, de nombreuses explications scientifiques ont été apportées, elles sont un peu douchées, la science a un peu douché l'espoir. Ce tweetos renvoie à de multiples explications. Selon un chercheur des mines par exemple, la plupart des téléphones qui fonctionne sur un réseau GSM ou 2G ou 3G envoie finalement sa dernière position, et donc elle est automatiquement enregistrée dans les bases de données. Alors lorsque vous appelez quelqu'un, l'appel est envoyé à la dernière position, le temps de contacter finalement le téléphone. En résumé, en fait, toute la tonalité serait simplement le temps de trouver la dernière localisation, mais le téléphone lui ne sonnerait pas. En tout cas, voilà, c'est ce qu'entendent les familles des disparus, ce qui crée un espoir assez cruel. Cela dit, les téléphones pourraient être sous plusieurs conditions une des pistes pour retrouver la localisation de l'avion. Voilà, et trouver l'avion, c'est bien le problème, ce qui relance également le débat autour des boîtes noires. Oui, alors beaucoup d'internautes et de journalistes se posent cette question: pourquoi les boîtes noires des avions ne transmettent pas leurs données en direct? Alors il faut effectivement attendre un impact pour que les boîtes noires se mettent à émettre, et donc le débat est relancé. La réponse se trouve dans le porte-monnaie des compagnies aériennes. En effet, il faudrait installer des systèmes dédiés dans chaque avion et une couverture de la quasi-totalité de la planète, et cela coûterait finalement 300 millions de dollars par an au minimum par compagnie, sans parler de la quantité astronomique d'informations à gérer. Donc techniquement c'est tout à fait possible, tout à fait, c'est très cher. Mais c'est très cher, donc c'est économiquement, et puis surtout la grande majorité des boîtes noires de ces 10 dernières années ont été retrouvées, donc l'investissement serait pas forcément si utile. Voilà pour ce mystère autour de cet avion. On risque de continuer d'en parler dans les jours qui viennent. On va parler maintenant du bad buzz du jour, et on le doit à la marque Stabilo. Oui, alors en tant que journaliste, vous utilisez beaucoup ce surligneur Stabilo, j'imagine, mais la marque pense que l'expérience d'utilisation que vous avez, vous, Barbara, femme, n'était pas exactement parfaite pour vous. Parce que je suis une femme ? Absolument. D'accord. Et donc Stabilo a donc décidé d'avoir la bonne, mais surtout la très mauvaise idée de créer le Stabilo néon que vous voyez ici. Donc le plus Stabilo pour femmes, aux formes étudiées, au toucher soyeux, provoquant des réactions pour les plus sympas grinçantes et pour les moins sympas carrément furieuses des internautes. Tous les ingrédients du
bad buzz sont réunis. Alors on va voir Didi qui se dit soulagée. Alors pour elle, avant, elle ne pouvait pas utiliser correctement un stabilo, mais ça, c'était avant. Oui, ça, c'était avant. Alors, voilà, c'est ça. Voilà. Avant, je ne pouvais pas utiliser un stabilo convenablement, mais ça, c'était avant. Élise, elle, autre tuto, se demande si elle est encore une femme, parce qu'elle utilise ce fameux stabilo carré, dit maintenant, effectivement, pour homme. Reine est, elle, interloquée devant cet objet. Puis Benjamin, lui, n'a pas assez de féminité pour surligner. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà, il essaye de surligner, mais il n'y arrive plus avec ce nouveau modèle. Et en fait, on est ce qu'on appelle dans du marketing de genre. Il existe plusieurs produits. Il existe le fer pour homme, par exemple. Et le fer à repasser ? Oui, pour homme. D'accord. Alors avec des formes très masculines, noires, un peu comme une voiture de sport. Il existe aussi un marteau pour femme, tout rose. Donc c'est une nouvelle forme de marketing. Et là, ça ne passe pas du tout pour les internautes. Vous êtes très en colère contre Stabilo ? Ah non, moi je trouve ça sympa. Bah, moi aussi. Ça fait un peu pourquoi. lipstick, gloss comme ça. C'est une forme comme ça de. Ouais, c'est sympa. Ça fait quand même 30 ans qu'on s'en sort très bien. Homme Oui, ou mais femme, il avec faut ce changer, Rudy. Il faut changer. Il faut évoluer, Rudy, c'est comme ça. Je suis plus conservateur que vous. On termine cette revue du web avec de l'art, enfin presque, c'est ça ? Oui, alors vous aimez les stars, vous aimez le dessin, et les fans aiment faire des dessins de leurs stars favorites sur Internet et les postent. C'est ce qu'on appelle le fan art. C'est-à-dire que par exemple, les fans de Virginie Khalifa vont dessiner Virginie. Vous m'avez dessiné aujourd'hui ? Non, je n'ai pas pu vous dessiner. Je n'ai pas le talent pour ça. Mais en tout cas, il y a un internaute en fait qui est graphiste. Lui, il s'appelle Jamie G. Il a eu la bonne idée de prendre ces fameuses photos. Alors vous regardez. Donc ça, c'est bien Brad Pitt, hein, c'est ça. Wow. Alors, ouais. C'est ça. Alors, c'est pas la couleur de ces photos. Hein. Alors la photo d'un fan et en fait il l'a photoshopé de manière à lui rendre en fait une réalité entre le dessin et le vrai. Alors ça a eu un succès énorme sur internet, plus de 6000 retweets en même pas 24 heures. Donc il a tout simplement renouvelé l'expérience. On va voir avec d'autres stars. Vous voyez Dr House fait par un fan et puis rebougé un petit peu par Photoshop. Voilà, beaucoup de stars. Et oui, last but not least, effectivement Rihanna par rapport à un dessin d'une de ses fans. Voilà ce que ça donne en on dirait une girafe, Rihanna, elle est si jolie en vrai. Et voilà, donc l'idée c'était de rendre hommage à ces stars. C'est raté. Parfois raté. Merci beaucoup Rudy, restez avec nous. Mercredi 12 mars, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres de cette matinée. La Jordanie ne décolère pas. Israël porte l'entière responsabilité de la mort du juge tué par des balles de Tsahal. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre jordanien. De son côté, Binyamin Netanyahou s'est excusé officiellement auprès du peuple et du gouvernement jordanien. Une bombe artisanale a explosé hier soir devant l'ambassade d'Israël au Caire. Aucun blessé n'est à déplorer. Je vous rappelle qu'aucun diplomate israélien n'y séjourne depuis que le bâtiment a été attaqué en septembre 2011. Le Premier ministre britannique entame ce mercredi une visite officielle en Israël, la première du genre pour David Cameron. Il s'exprimera cet après-midi devant le Parlement israélien. Enfin, le nouveau président ukrainien sera à Washington ce mercredi. Hier, dans la soirée, le Congrès américain a adopté une résolution condamnant l'intervention russe en Ukraine. Enfin, on termine par l'image du jour. Ce sont ces milliers de personnes dans les rues de dizaines de villes hier soir en Turquie. Sur ces images, c'est Istanbul. Ils sont venus dénoncer le régime d'Erdogan qu'ils tiennent pour responsable de la mort après un long coma d'un adolescent de 15 ans grièvement blessé par la police. C'était lors des manifestations de juin dernier. Alors Virginie, on décrypte avec vous tous les matins l'actu musique, l'actu télé du jour. Et on commence aujourd'hui par la dernière actu télé qui nous vient de Norvège. Et oui, un jeune talent, une jeune fille puisqu'elle n'a à peine que 7 ans. Alors Angelina Jordan, c'est son nom. Elle n'est pas seulement une petite poupée, mais c'est aussi une chanteuse à la voix très impressionnante. C'est dans l'émission Incroyable Talent en Norvège, vous l'avez dit Barbara, qu'elle s'est faite remarquer. Alors ses références sont Julie London ou encore Nancy Sinatra, mais lors de cette audition, c'est avec Gloomy Sunday, une chanson triste qui a fait beaucoup de bruit à l'époque lors de son lancement, et malgré son jeune âge, eh bien, elle a su l'interpréter avec un grand professionnalisme. Je vous propose tout de suite de regarder.
where the black cold of sorrow has taken you. Angels I know by, I'll never return, and you would make me angry if I fully join you. Elle vous impressionne, Rudy, cette petite fille? Après, la chanson va parfaitement avec la pluie ce matin. On reste dans c'est l'ambiance. parfait, ouais. C'est vrai, ça y est, il pleut de nouveau. Ça a été un énorme buzz sur Internet, que ce soit sur les sites spécialisés ou même les internautes. C'est énormément partagé cette vidéo. Bah, tout le monde l'adore parce que c'est vrai qu'elle a un talent incroyable au-delà de sa voix. C'est une chanson qui est très difficile à chanter. Alors on la considère d'ailleurs aujourd'hui comme la nouvelle Amy Winehouse. Alors c'est comme si une vieille femme habitait son corps de jeune fille. Elle est fragile, on dirait une petite poupée. Et si les gens ne semblent pas choqués par ce choix de chanson, eh bien je peux vous dire que c'est très impressionnant parce que quand on connaît l'histoire de celui qui l'a faite, on peut dire qu'elle a fait preuve de grande maturité. Je vous rappelle que cette chanson a été composée par le compositeur hongrois Réchaud Récès. C'était en 1933. Alors en janvier 68, il tente de se suicider en se défenestrant et puis c'est un peu plus tard l'hôpital qui se donne la mort avec un câble. Quand Billie Holiday reprend sa chanson, eh bien la version est jugée tellement choquante et déprimante que du coup elle est interdite, ouais, complètement. Donc elle est interdite sur la BBC et puis aujourd'hui elle revient et grâce à cette jeune fille, elle séduit carrément le monde entier. Donc c'est assez incroyable. Et ça fait le buzz malgré le côté un peu mélancolique de la chanson. On l'appelle la nouvelle Amy Winehouse sur Internet. C'est ça, et c'est la chanson du suicide, donc autant vous dire que... Bon, on parle de musique toujours un peu plus réjouissant peut-être. Oui, on change de sujet. On change de sujet. Carla Bruni a annoncé sa venue à Tel Aviv. Effectivement, Carla Bruni se produira sur la scène du théâtre Abima à Tel Aviv le 25 mai prochain. Alors la société de production Loliprod, qui a déjà organisé les concerts de Julien Clerc ou encore Patrick Bruel, a annoncé un concert, ce concert comme un événement très attendu en Israël. Les francophones l'adorent, les Israéliens l'adorent aussi. Alors elle est en ce moment en pleine tournée internationale après les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et bien c'est en Israël qu'elle se rendra. Alors pour le moment, la question que tout le monde se pose dans le pays est de savoir si elle sera accompagnée de son Nicolas mari, Sarkozy. évidemment. Et on a la réponse? Affaire à suivre, on verra. On ne sait pas encore. On verra le jour du concert, en espérant qu'ils viennent prendre quelques petites vacances dans le pays. Et si on peut le ramener en plateau, on le ramènera en plateau avec Carla Bruni. C'est probable. On a un peu de Carla Bruni à écouter? Évidemment. Allez, on écoute tout de suite. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Il semble que mes bras soient devenus des ailes, qu'à chaque instant qui vole, je puisse toucher le ciel, qu'à chaque instant qui passe, je puisse manger le ciel. Les clochers sont penchés, les arbres déraisonnent. Ils croulent sous les fleurs au plus haut de l'automne. La neige ne fond plus, la pluie chante doucement. Et même les réverbères ont un air impatient. Et même les cailloux se donnent l'air important. Car je suis l'amoureuse. Oui, je suis l'amoureuse. Et je tiens dans mes mains l'amoureuse Elle Carla est complètement amoureuse. 25 mai. 25 mai à Tel Aviv. 25 mai à Tel Aviv. Pour tous les intéressés. Exactement. On termine, Virginie, toujours en musique avec votre coup de cœur du jour, une artiste israélienne qui sera à Paris. Et oui, il s'agit d'Esther Rada, je vous l'avais déjà présentée. Elle sera en concert ce soir à Paris au Silencio. Alors, le Silencio, c'est un club privé qui est situé à Montmartre, rue de Montmartre, dans le 2e arrondissement. Alors, l'Israélienne d'origine éthiopienne est une jeune femme, je vous le rappelle, qui est issue d'une famille religieuse et modeste. Elle a eu la force d'avancer et de se battre pour être connue et reconnue, et aujourd'hui elle est connue et reconnue dans le monde entier. Elle a tout fait pour pouvoir s'offrir la vie dont elle rêvait. Aujourd'hui, son style est apprécié. C'est un peu la nouvelle Erykah Badu. On parle à chaque fois de nouvelles personnes. Ou encore la nouvelle Lauryn Hill. Elle est belle, elle a du talent. Voici du jazz à l'américaine. Made in On l'aime beaucoup, Esther Rada, sur le plateau du Morning. C'est pas la première fois qu'on en parle. Même à la culture, on l'adore tous. On l'adore, Esther Rada. Même au sport, il aime bien. Tout le monde aime Esther Rada sur Actuality Formula. Artiste, j'ai envie de dire. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous d'être fidèles au Morning tous les matins. Je vous souhaite une très belle journée malgré la pluie à Tel Aviv. Portez-vous bien et on se quitte avec Esther Rada.
You're just saying 'cause you're afraid that the silence reveals you much more. Paralyzed by the thought that maybe you got caught back in your lies in a suitcase.